Je ne peux débuter ce meeting sans avoir une pensée pour notre camarade Jérôme Desmar. Jérôme est un camarade du syndicat Bernard-Jean Floch qui est porté disparu depuis le 4 septembre dernier. Jérôme a été membre de la CLUD, trésorier de la FOC, jusqu'à fin juin de cette année, date à laquelle il avait exprimé le souhait de se mettre en retrait de la vie syndicale pour se recentrer sur la sienne. Décision que j'ai respectée, que nous avons respectée naturellement. Cette disparition laisse un sentiment d'incompréhension. Au moment où nous ouvrons ce meeting, force est d'admettre que nous sommes dans une situation inédite, anxiogène tant au niveau national qu'international. Au niveau international, les guerres s'étendent, se généralisent, avec un risque d'embrasement au Moyen-Orient. Dans ces guerres, comme dans toutes les guerres, les premières victimes sont les populations civiles, les travailleurs. Me refusant à toute hiérarchisation de l'horreur, je ferai bien cet extrait de la résolution du CCN de Chalon-sur-Saône des 27 et 28 mars dernier, qui dit « Le CCN réaffirme sa solidarité à l'égard des populations, des travailleurs et de leurs syndicats partout où des conflits existent et affirme son soutien à l'égard de tous et toutes qui militent pour la paix. Notre vieille devise « Pain, paix, liberté » est malheureusement d'actualité. Nous pouvons nous féliciter que notre confédération ait su faire revivre celle-ci et rappeler son exigence de paix. Léon Jouot ne disait-il pas « L'union des travailleurs fera la paix dans le monde » et il savait de quoi il parlait puisqu'il était prix Nobel de la paix. C'est à cela que nous devons tendre. Pas de guerre sans économie de guerre. Cette assertion m'amène à évoquer la situation nationale. Le 9 juin dernier, les élections européennes ont été pour Emmanuel Macron et ses gouvernements un véritable désaveu. Le séisme est tel que celui-ci décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Les électeurs seront appelés aux urnes les 30 juin et 7 juillet. En fixant un tel calendrier, Macron espérait probablement exploiter par là même l'inquiétude suscitée par les résultats obtenus par l'extrême droite aux élections européennes pour maintenir sa majorité. Les élections législatives ont confirmé le rejet par la population des politiques mises en œuvre par Macron et ses gouvernements. S'en est suivi une exploitation éhontée de la trace des Jeux Olympiques pour nommer un Premier ministre 52 jours après les résultats des législatives. Durant cette période de vacances du pouvoir, les ministres démissionnaires ont continué à poursuivre leur politique de casse sociale au travers de publications de décrets. 4900 décrets ont été publiés pendant cette période, mes camarades. Le 5 septembre, Michel Barnier est nommé Premier ministre. Cette nomination constitue un déni de démocratie. Michel Barnier étant issu d'un des partis ayant recueilli le moins de voix lors des élections législatives. Plus grave, cette nomination serait la résultante du caractère RN compatible de Barnier et de son gouvernement. Il est vrai que lorsqu'on écoute Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, on peut retrouver dans ses propos des accents lepénistes. Le 1er octobre est prononcé le discours de politique générale au cours duquel Barnier feint de découvrir l'endettement de la France et énonce une cure d'austérité sans précédent. Réduction de 41,3 milliards d'euros de la dépense publique, dont 20 milliards d'euros d'économies sur le budget de l'État. Même François Fillon, qui se disait à la tête d'un État ruiné, n'était pas allé aussi loin. La Sécu sera la première concernée par les annonces d'économie. Elle paiera à elle seule un lourd tribut, 15 milliards, dont 4 milliards, financés par le report de 6 mois de la revalorisation des pensions de base, soit leur indexation à l'inflation. Les collectivités territoriales seront impactées pour 5 milliards d'euros, soit 55 millions d'euros en moins pour le budget de la région Bretagne, avec toutes les conséquences que ça aura. 2,4 à dire Rose à tout à l'heure pour l'agglo de Lorient. Rappelons ici la formule largement employée en son temps par Jean-Claude Mailly. Les politiques d'austérité sont triplement suicidaires, socialement, économiquement et démocratiquement. Ces politiques d'austérité, nous ne pourrons les accepter. Ce qui signifie que nous devrons les combattre. Comment accepter l'accélération du démantèlement de l'école publique avec moins 4000 postes, de l'hôpital, de la protection sociale collective? Comment accepter que le travailleur privé d'emploi, le migrant, l'étranger devienne le bouc émissaire de politiques économiques profitant aux plus riches et mettant à mal notre contrat social? Alors que les larmes et le sang sont promis aux travailleurs, les actionnaires continuent de se gaver. En 2023, les dividendes distribués aux actionnaires étaient de 63 milliards d'euros. Au deuxième trimestre 2024, ces dividendes étaient de 54,3 milliards, soit une hausse de 6,8 points par rapport à la même période de l'an passé. Le total des dividendes versés est estimé à 70 milliards pour 2024. Mes camarades, plus que jamais, la question de la répartition des richesses est une question d'actualité. Nous ne pouvons accepter la régression sociale, il faudra la combattre. Partout, il nous faut revendiquer l'augmentation générale des salaires, l'égalité salariale femmes-hommes, l'arrêt des aides aux entreprises versées sans contrepartie. D'autant plus que les recettes fiscales en France sont en progression de 3 milliards en 2024 par rapport à 2023. Les politiques d'austérité que je viens d'évoquer sont la résultante de la politique guerrière voulue par Macron. La loi de programmation militaire pour les 5 prochaines années est de 423 milliards d'euros,
soit 6 fois plus que le budget de l'éducation nationale. Nos camarades de la Défense rappellent à juste titre que cette somme abyssale n'a pas pour objectif d'augmenter leur salaire, d'améliorer leurs conditions de travail, mais bien d'enrichir les marchands de canons. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels, disait Anatole France. Il nous faut combattre cette course à l'armement qui menace la paix et nos conquis sociaux. Je ne peux conclure cette partie sur la situation nationale sans évoquer la question des retraites. Barnier déclare vouloir rouvrir la discussion avec les interlocuteurs sociaux, mais sans remettre en cause les 64 ans. Notre revendication est le retrait pur et simple de cette contre-réforme. Si nous devons entrer en discussion avec le Premier ministre sur ce sujet, ça sera uniquement pour lui rappeler notre revendication du retrait et non amender le texte à la marge. Dans le même esprit, il paraît urgent pour notre organisation de sortir du carcan de la résolution générale du Congrès de Rouen, qui dit en substance retour à la retraite à 60 ans, après 37 années de cotisation, quand les conditions seraient réunies. Si on se situe du côté des travailleurs, les conditions elles sont déjà réunies, mes camarades. Si on se situe du côté des capitalistes, elles ne seront jamais réunies. Nous ne pouvons rester dans cet entre-deux. En 2023, les travailleurs, nos camarades dans les manifestations contre la réforme Macron des retraites, revendiquaient le retour à 60 ans. Je suis convaincu que si nous voulons donner des perspectives aux travailleurs, il faut revendiquer dès à présent, de manière forte, publique, le retour à la retraite à 60 ans. Il ne faut pas nous laisser déposséder de cette revendication historique par d'autres, ce serait dommageable. Quelques mots sur notre département et sur notre idée pour conclure. Notre département, comme bien d'autres, connaît son lot d'entreprises en difficulté, de plans sociaux. Je pense notamment à Néovia, à Saint-Neuf, Yves Rocher, même si dans le cas d'Yves Rocher, ça ne s'appelle pas un plan social, ça s'appelle un accord GEPP. Les amateurs de jeux de mots comprendront. Il y a Forvia à Redon, qui aura forcément une résonance sur notre département. Le ralentissement de l'activité dans le bâtiment, la crise qui secoue la filière viande. L'emploi dans ce département, comme d'autres, est une vraie préoccupation, et ça sera un vrai sujet. Vous le savez, mes camarades, l'UD essaie de développer sa notoriété au travers d'une communication numérique. Et je vais en profiter pour remercier Tatiana qui effectue ce travail pour nous avec beaucoup d'engagement. Pour vous dire que cette communication numérique doit nous aider à nous développer et à réussir les élections de TPE qui auront lieu du 25 novembre au 9 décembre. Les élections de TPE pour notre département, c'est 65 000 salariés concernés. Cette élection participera à déterminer notre représentativité, nos financements publics, notre nombre de conseillers prud'homaux dans le Morbihan. Cette élection doit être l'affaire de tous. C'est l'opportunité de parler de syndicalisme, de notre organisation, à des salariés qui n'en savent rien, qui n'y comprennent rien, pour beaucoup. C'est l'occasion de nous développer. Nous avons déterminé plusieurs axes de campagne. Le numérique, avec les visuels que vous avez accrochés là, que Tatiana a conçus, qu'on a conçus, et qui vont être diffusés via tous nos réseaux pendant la période. Par voie postale, en accord avec plusieurs fédérations, nous avons choisi de nous adresser aux électeurs des TPE dans les branches professionnelles où notre représentativité doit être consolidée. C'est 7000 enveloppes à réaliser. On a commencé, mais on a vraiment besoin d'un coup de main. 7000, c'est beaucoup, je vous assure, ça fait du volume, plus qu'on l'avait imaginé. Et puis physique, voilà, vous avez sur la table, à côté de Patrick, vous avez le listing, parce que pour la première fois dans cette campagne, on a les adresses des électeurs. Donc vous avez le listing trié, commune par commune, et on demande à chacun de prendre un bout et de faire ce qu'il peut dans sa commune, dans son quartier, dans sa rue. Voilà, toutes les boîtes aux lettres. Moi, j'ai découvert dans ma rue que j'avais 4 électeurs que je ne connais pas. Donc voilà, c'est pas un exploit, je vais aller au bout de ma rue, faire les 4 boîtes aux lettres. J'aurais un peu marché, ça m'aura fait du bien, et puis voilà. Donc je pense que chacun peut faire ça. On doit réussir cette campagne. C'est un véritable enjeu. On s'est fait damner le pion 2 fois, mais parce qu'elle le confirmera par l'UNSA. L'UNSA, c'est un syndicat fantôme. Et pour autant, c'est eux qui gagnent les élections de TPE et qui récupèrent la mise financière et qui l'utilisent contre nous, notamment dans la fonction publique. Voilà. Si nous voulons gagner, mes camarades, sur les salaires, sur les retraites, il nous faut être plus nombreux et plus déterminés. Donc voilà, on compte sur vous vraiment, parce que c'est un véritable enjeu. La dernière fois, on n'a pas fait la campagne des TPE parce qu'on n'avait pas de locaux, période un peu difficile et un peu sinistre. Là, cette fois, il faut la réussir, il faut qu'on y mette d'une autre. Et chacun peut le faire.